demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de votre fidélité à la télé républicaine et bienvenue dans ce journal consacré aux grands événements de la semaine. Et la semaine a été très compliquée pour l'opposant Vital Kamerhe. Outre son déguerpissement de la villa qu'il occupait depuis une dizaine d'années, l'ancien président de l'Assemblée nationale a été empêché de se rendre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et un autre dossier de la semaine, c'est la signature du Code de bonne conduite de la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur. Quelques partis de l'opposition ont donc boudé la cérémonie organisée par le bureau de la centrale électorale au Palais du Peuple. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, les représentants des partis politiques, les regroupements, mais aussi de candidats indépendants acceptent à travers le Code de bonne conduite à respecter les règles du jeu pour l'organisation des élections apaisées, libres et transparentes. Ils ont pour ce faire signer chacun ce document préparé par la Commission électorale nationale indépendante, cité au cours d'une grande cérémonie présidée par le président de la CENI, Abbé Apollinaire Malou Malou, au Palais du Peuple. Rose Awazi et Cédric Kidimbo pour le reportage. Tous ont répondu à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante pour la signature du Code de bonne conduite. Ces documents qui constituent en fait un comité de liaison entre la CENI et les partis politiques tout au long du processus électoral. L'abbé Apollinaire Malou Malou souligne l'importance de ces documents. De promouvoir l'intégrité des élections et la régularité du processus électoral qui nous rassemble aujourd'hui est d'une importance capitale. Il s'agit de mieux faire connaître les normes, les règles, les principes directeurs d'une démocratie pluraliste, des processus démocratiques et électoraux, dont promouvoir l'application et la diffusion. En effet, si un des éléments clés de l'exercice de la démocratie est la tenue à intervalles périodiques d'élections libres, crédibles et régulières, permettant l'expression de la volonté populaire, il est également essentiel que ces élections soient tenues de sorte que tous les électeurs puissent choisir leurs représentants dans un environnement sain, ainsi que dans des conditions justes et transparente. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a en outre exhorté tous les partis politiques et les regroupements politiques ainsi que les candidats aux élections au respect du Code de bonne conduite. Ce Code de bonne conduite nous appelle à bannir la violence sous toutes ses formes, l'intimidation comme mode d'action politique et de règlement des conflits électoraux.
Décidément, la Commission électorale nationale indépendante est déterminée à mener le peuple congolais aux élections libres, transparentes et démocratiques. Enfin, de laver l'image de la RDC ternie par les élections de 2011. Martin Fayoulou et ses camarades des forces acquises au changement n'ont pas répondu à l'invitation de la Commission électorale nationale indépendante. Ces députés de l'opposition dénoncent le calendrier proposé par Apollinaire Malou. Ils s'insurgent aussi contre la tentative de la CENI d'organiser l'élection des députés provinciaux au second degré, en violation de la Constitution de la République et de l'actuelle loi électorale. Martin Fayoulou est interrogé ici par José Junior Owawa et Baby Malobo. C'est que la feuille de route de M. Malou, c'est une feuille de route qui a été commandée par des gens qui veulent déstabiliser le Congo. C'est une feuille de route qui a été commandée par des gens qui ne veulent pas qu'il y ait élection présidentielle en 2016. Et c'est que nous demandons que nous devons continuer, terminer ces sigles. Ça, c'est de 1. De 2, M. Malou propose ou présente une feuille de route sans tenir compte des recommandations des différentes missions d'observation des élections du 28 novembre 2011. Nous pouvons retenir de ces recommandations qu'il fallait d'abord auditer les fichiers électoraux. Il emploie, il recrute les gens. Il recrute des gens à des postes importants. M. Malou a violé la loi et donc nous disons qu'il n'est pas crédible, il doit partir, c'est ça notre position. Vous ne pouvez pas dire une chose et faire son contraire. Il doit partir. M. Malou, est-ce qu'il a déjà consulté dans ces réunions-là? Il a déjà consulté tous les partis? Est-ce qu'il s'est donné la peine d'aller dans tel autre parti et les consulter? Est-ce qu'il a par exemple consulté l'UDPS? Est-ce qu'il a consulté les G14? Est-ce qu'il a consulté les CID? Non, nous n'irons pas. On en vient à présent à l'affaire Vital Kamerhe. Le président de l'Union pour la Nation congolaise, un parti d'opposition, a été empêché vendredi dernier de prendre son avion pour Goma, où l'attendaient des militants de son parti. Vital Kamerhe était déjà dans l'avion de Malou Aviation, bien sûr, avec sa délégation à l'aéroport d'Indolo lorsque l'ordre a été donné au pilote de ne pas décoller. Et officiellement, aucun motif n'a été avancé pour expliquer cette situation. Toutefois, l'ancien président de la Chambre basse du Parlement n'a pas donc manqué de charger bien sûr le pouvoir en place. Mariam Boya et Cédric Idimbo pour le reportage. Une semaine pleine d'ennuis pour Vital Kamerhe, selon ses propres dires. L'autorité morale de l'Union pour la Nation congolaise interdit de voyager pour Goma alors qu'il avait déjà affrété un avion. Déguerpi de la maison de l'État qu'il occupe sur l'avenue Moueneditou à Gombe depuis 2004. L'homme doit faire face à un réquisitoire du ministère public qui a requis 3 ans de prison ferme dans l'affaire qui l'oppose à Wivine Moleka. Vital Kamerhe accuse les patrons de l'ANER qui auraient parlé sur les antennes de RFI pour évoquer une histoire de dette qu'il devait à la compagnie d'aviation Malou Aviation. Nous étions déjà dans l'avion et les images sur Facebook, puisque nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de communication, les images vont parler. On nous servait déjà les sandwichs et les pilotes étaient sur le point de mettre le gaz pour aller à Goma. J'ai dit à tous ceux qui veulent empêcher au peuple congolais d'aller de l'avant, et quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever. Au sortir de l'aéroport d'Indolo, Vital Kamerhe et sa suite ont eu droit aux acclamations de la population quinoise qui voulait elle aussi comprendre les contours de cette affaire. Il faut noter également que jeudi dernier, le président de l'Union pour la Nation congolaise a été déguerpi de la maison de l'État qu'il occupe, qu'il occupait depuis 2004. Vital Kamerhe est-il poursuivi par un signe ondien en ces débuts de l'année? En tout cas, la question se pose dans l'opinion. Kamerhe dit n'avoir pas fermé l'œil dans la nuit du 6 au 7 février dernier. Il était donc obligé de terminer son déménagement avant 7 h du matin. L'homme raconte lui-même son calvaire à Mariam Boya. À 21h30, le général Kanyama est venu me signifier qu'il a reçu la lettre de ministre Mende et j'ai lu la lettre.
où le ministre Bende demande ses services pour mon déguerpissement sans délai. On m'a donné le délai jusqu'à aujourd'hui à 7 h du matin. C'est l'administrateur général Kalev qui m'avait appelé, le premier, pour me dire d'appeler le général Kanyama qui avait un message ou un document montré, un petit document, que je vois si c'est bon ou c'est mauvais. Donc j'avais le choix d'appeler l'administrateur général. Et quand monsieur le général Kanyama, gentiment, sans menace, je dois être sincère, m'a montré les documents, je me dis d'abord qu'il n'appartient pas au ministre de l'Information et de des ordres, à l'inspecteur provincial de la police. Et puis de deux, je suis locataire avec un contrat de bail, ce n'est pas la résidence officielle du ministre de l'Information. Sinon, Toussaint Chilombo allait occuper la maison. À l'époque, j'avais expliqué à Toussaint, document à l'appui, M. Chilombo n'a pas résisté, il n'a pas... Non, ce sont des biens qui vont rester. Et je crois que c'est la seule maison de l'État qui reste. Donc toute la nuit, nous avons essayé de faire ce que nous pouvons. Beaucoup d'histoires sont cassées. Ce n'est pas grave. Et les raisons officielles de ce déguerpissement ont été données par le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga. Selon lui, cette villa appartient à l'État et c'est depuis 2010 que Vital Kamerhe était donc sommé de la libérer. Le gouvernement n'a fait que libérer son unité de logement car Kamerhe n'a pas le droit de faire d'une propriété de l'État son bien personnel. Le porte-parole du gouvernement est au micro de Jemima Mogo et Pati Alouma. C'est en 2010 qu'en ma qualité de ministre des Médias, j'avais saisi M. Kamerhe, ainsi que le ministre de l'Urbanisme et Habitat de l'époque, pour que ce bien immobilier rentre dans le patrimoine du ministère, comme c'est mon devoir. J'ai trouvé ce bien sur la liste des biens du ministère, et le ministère n'avait pas de contrôle sur ce bien. Et donc nous avons posé la question et il nous avait été répondu par M. Kamerhe qu'il avait entre-temps, lui, de son initiative, changé la nature de ce bien qui n'était plus une maison de fonction des ministres de la communication, mais était devenu une maison allouée aux citoyens Kamerhe. Au mois de mars 2011, M. Kamerhe avait l'obligation de remettre ce bien immobilier dans le patrimoine du ministère de médias chargés des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, chose qu'il n'a pas faite. Alors on ne comprend pas par quel artifice, 3 ans après la forclusion de ce délai qui lui avait été donné pour se préparer à sortir, M. Kamerhe continue à revendiquer un préavis. Cela n'a aucun sens. Il a simplement abusé de notre correction, il a abusé de notre patience, et ce qui est à l'État doit revenir à l'État. Je ne vois aucun principe qui peut justifier qu'un bien sorte du domaine d'un ministère pour aller dans le domaine privé de quelqu'un parce qu'il a été ministre. Je ne pense pas que c'est ça l'État de droit que M. Kamerhe promet à ce pays. Et pendant ce temps, en province orientale, les maisons abandonnées appartenant à l'État dans cette partie du pays seront bientôt réhabilitées. Le gouverneur Jean-Pamani Sasaïdi a donc remis tout ce qu'il faut pour la matérialisation de ce projet à l'entreprise affectée à ces travaux publics. La cérémonie a eu lieu au chef-lieu de la province, nous dit Monu Foboso. Ces travaux consistent à la rénovation de la toiture, de la charpente, assainissement des façades, création des salles de bain et cuisine, restructuration de l'électricité, de la plomberie, l'installation de la climatisation d'une part et de l'autre, la rénovation complète des sols, murs et plafonds. Patrick Schwarz de la Société Développement Congo, qui salue ces partenariats publics-privés, affirme que ces villas seront prêtes au bout de 11 mois. Personnellement, j'ai le sentiment que ce sera tout à fait possible puisque nous avons bien étudié les dossiers, nous avons élaboré des prix, nous avons constitué quelque chose de solide et j'ai le sentiment aujourd'hui que tout devrait être un succès. Nous allons créer un nombre d'emplois conséquent. Pendant les 11 mois de travaux, nous irons jusqu'à des pointes de 120 ouvriers sur le chantier. Cette rénovation, commencée avec 10 villas, devant s'étendre sur des centaines d'autres, non seulement à Kisangani, mais dans toute la province orientale. Pour Jean-Pamani Sasaïdi, cette initiative matérialise la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Nous sommes sur des vestiges qui étaient très beaux à l'époque,
mais pour lequel nous devons remettre les moyens pour que ce bâtiment puisse retrouver leur visage d'antan. Kisangani était une très belle ville, comme vous avez eu à le constater, une très belle architecture. Ces immeubles aujourd'hui vont être gérés par SDC conjointement en partenariat avec la province. Il reste la propriété de l'État. Ces villas, une fois réhabilitées, seront mises à location pour toute personne désireuse de s'établir dans la ville de Kisangani et développer des activités en province orientale. Et revenons à Kinshasa, la semaine qui s'achève, le secrétariat général à la coopération internationale a donc bénéficié d'un lot de 2 minibus de marque Hyundai, dont du gouvernement de la République de Corée du Sud. La cérémonie officielle de ce véhicule affecté au transport du personnel avait eu lieu vendredi au ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie. Reportage. La brève cérémonie de remise officielle de ces 2 minibus de marque Hyundai, d'une capacité de 30 places assises chacun, commence par un tête-à-tête entre l'ambassadeur de la République de Corée du Sud à Kinshasa et le vice-ministre des Affaires étrangères. Les 2 hommes d'État font rapidement le tour d'horizon des différentes interventions de la Corée du Sud à travers son agence internationale de la coopération. Depuis près de 50 ans, des bonnes relations de coopération bilatérale avec la RDC, la Corée du Sud intervient en RDC dans le domaine de la santé, de l'eau, de l'agriculture et autres, assure son ambassadeur. Ces relations se sont davantage consolidées de manière significative cette dernière décennie avec les échanges de visites très haut niveau. Donc, pour le gouvernement coréen, la République démocratique du Congo est l'un des 26 pays prioritaires dans le monde devant bénéficier de l'aide publique au développement. Au nom du ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie empêchée, son directeur de cabinet ne manque de reconnaître à sa juste valeur l'appui de la République de Corée du Sud à la République démocratique du Congo. Le gouvernement coréen, agissant par le biais de son agence de coopération internationale, la COICA, n'est pas à son premier geste en matière de dons non remboursables. En effet, depuis le début des aides publiques au développement de 1991, la Corée a accordé des aides non remboursables dans des domaines aussi divers que la réalisation des projets dans les domaines de l'eau, de la santé, du développement rural, ainsi que l'assistance matérielle et j'en passe. Pour s'assurer de l'état de ces 2 véhicules qui sont affectés au transport du personnel du secrétariat général à la coopération internationale, les officiels présents ont effectué un tour symbolique dans l'enceinte même du ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie. Dans le domaine de la santé publique, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé vendredi la réunion d'évaluation des besoins liés à ces secteurs. Il s'agit bien sûr avant tout de doter les formations médicales publiques de différentes provinces de matériel médicaux modernes. Les ministres de la santé publique et quelques partenaires du gouvernement œuvrant dans le secteur de la santé ont préparé à cette séance de travail qui a eu lieu à la primature, nous dit Doudou Ndombe. En ce qui concerne les projets d'équipement en faveur des formations médicales publiques, il est prévu de moderniser les secteurs avec l'acquisition des scanners, la dialyse et les blocs opératoires de haute qualité. Les besoins identifiés seront mis en compte. Le décaissement de la 3e phase pourra intervenir dans les tout prochains jours par le gouvernement. Un accent sera mis sur la protection de ce matériel. Nous sommes en train d'équiper les structures. Il ne faudrait pas que demain tout se retrouve dans des structures privées. Il ne faudrait pas demain que les médicaments que nous donnions servent dans les cliniques privées. Alors il fallait qu'on réfléchisse sur un mécanisme de gestion intégrant aussi bien la société civile, les privés que l'État, ainsi que les organismes qui nous accompagnent. Nous avons, parce que le Premier ministre ne voudrait pas que la RDC puisse, après avoir équipé tous ces hôpitaux, se retrouve avec des cimetières d'équipements high-tech. Et pour cela, nous avons ensemble réfléchi sur un mécanisme de suivi et évaluation qui se décline en renforcement ou réforme des conseils d'administration des zones de santé et des hôpitaux généraux de référence pour que nous ayons aussi bien les équipes cadres des hôpitaux
et des zones de santé. Un mécanisme de suivi sera mis en place pour gérer ces investissements qui se veulent durables. Notons que Kinshasa et Lubumbashi sont déjà dotés en scanner et dialyse dans certaines formations médicales publiques. Rendons-nous dans la province du Katanga où la délégation des notables katangais a clôturé sa mission de sensibilisation dans les différents coins de cette province. Ces personnalités issues de la province qui préfèrent ont conféré avec toutes les forces vives du Katanga en vue de mettre fin au phénomène Bakata Katanga qui a endeuillé plusieurs familles et troublé la quiétude des populations de cette partie du pays. Avant bien sûr de quitter Katanga pour Kinshasa, au courant de la semaine dernière, les membres de cette délégation ont échangé avec le ministre de l'Intérieur pour une mise en commun de leur rapport. Reportage avec Oscar Mbalkaïj. Il n'y avait pas de sujet tabou au cours de cette conférence de presse animée par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mans. Les journalistes de la presse locale et internationale ont abordé des sujets variés qui font l'actualité au Katanga. C'est notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans la province Cuprifère, une province écumée par des Bakata Katanga, ces mouvements qui sèment la terreur et la désolation parmi la population. Je vous invite à me suivre dans l'élan du nationalisme, du patriotisme. J'aime le Katanga et je le veux tel qu'il est dans le Congo. Et je viens de vous démontrer dès le départ que le Katanga n'est pas foncièrement sécessionniste. Autant qu'il a fait dans le Nord Kivu, l'État congolais va frapper, a-t-il indiqué. À l'instar de l'opération Likofi, décrétée à Kinshasa pour neutraliser les gangs communément appelés Kuluna, les forces de police et de sécurité sont prêtes à appliquer les mêmes méthodes au Katanga en vue de sécuriser au maximum les personnes et leurs biens. Les forces de l'ordre et de sécurité ont été instruites pour éradiquer ce phénomène là où il persiste encore. Et des moyens conséquents ont été disponibilisés. Un plan de réinsertion sociale a été mis sur pied pour les rendus. À partir des centres d'orientation, les candidats éligibles à la vie militaire ou policière seront mis à la disposition des FRDC pour exercer comme militaires ou de la PNC pour exercer comme policiers. La question de la décentralisation, ce mode de gestion qui consacre le développement à la base, a été évoqué lors des échanges avec les chevaliers du micro et de la plume. L'opinion retiendra que le phénomène Bakata Katanga n'est pas l'effet d'une tribu, et c'est plutôt un mouvement sans idéal clair et sans parrain avéré, en quoi le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguez-Mans, qui a dévoilé la stratégie du gouvernement, celle d'utiliser la carotte en termes de sensibilisation pour le retour à la raison et les bâtons pour les têtus. Parlons cette fois-ci des activités de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, des retours de l'Ouganda et du Rwanda où il a séjourné pendant quelques jours. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU évalue donc à plus de 1350 ex-rebelles M23 cantonnés dans un centre à Mbarara et Byonga, région frontalière de la République avec la République démocratique du Congo. Ces hommes constituent un vrai danger, a-t-il rappelé, et au sujet des FDLR qui décide bien sûr de mettre fin à sa lutte armée, la MONUSCO se montre réservée et promet de maintenir la pression militaire sur ces rebelles. Il l'a dit au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne qui a eu lieu mercredi dernier en son quartier général. Mariam Boya et Cédric Kidimbo pour le reportage. Il a été en Ouganda pour se rendre compte de la présence de miliciens de l'ex-rébellion du M23. En témoin oculaire, le général Abdallah Wafi rapporte que 1350 miliciens sont logés au camp à Kampala. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a été tour à tour à Mbarara et Byanga où il a eu des entretiens avec les autorités ougandaises. Le numéro 2 de la MONUSCO a profité de cette rencontre hebdomadaire de la MONUSCO pour faire la restitution de sa tournée au pays de Yoweri Museveni. Quant à la déclaration des FDLR faisant état de leur reddition, la MONUSCO dit ne pas se contenter de ces déclarations. Naturellement, j'ai dit que les autorités militaires ougandaises ont proposé la mise sur pied d'une commission pour que, de façon formelle, de façon bilatérale avec les autorités congolaises, que nous puissions screener, identifier et pouvoir confirmer ce chiffre. À l'absence de cet exercice,
cette commission, si elle était mise sur place, pourra aller identifier formellement et pouvoir faire l'évaluation complète. Quant à la déclaration des FDLR faisant état de leur reddition, la MONUSCO dit ne pas se contenter de ces déclarations. Elle est déterminée à les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de préparer des plans opérationnels pour nous engager contre les FDLR. Tant qu'ils n'auront pas désarmé, les déclarations d'intention ne nous engagent pas. Il faut que ce soit clairement entendu. Ceux qui savent où se trouvent les bases des FARDC, ils savent où se trouvent les bases de la MONUSCO, qui s'y rendent tout de suite. S'ils ne se rendent pas, nous allons les aider. La MONUSCO a également condamné le meurtre de son agent mercredi à Béni. Martin Kobler a demandé aux autorités congolaises d'ouvrir sans délai une enquête pour connaître les auteurs de cet acte ignoble. La FAO et le gouvernement congolais viennent de signer 3 projets destinés à appuyer en intrants agricoles les populations d'Irumu à pourvoir la filière manioc en République démocratique du Congo. Le même programme devrait aussi appuyer la gestion participative du parc marin de mangroves dans la province du Bas-Congo. Et à travers ces 3 projets, les 2 partenaires entendent améliorer la bonne gouvernance dans le secteur agricole. La cérémonie a eu lieu mercredi dernier au ministère des Affaires étrangères, nous disent Bijumboui et Pati Alouma. Des signatures, l'échange des registres et le partenariat est scellé entre la FAO et le gouvernement. Désormais, ces 2 partenaires feront front commun pour booster les choses dans les secteurs agricoles et environnemental. En fait, la signature en ce jour de ces 3 projets est la concrétisation de l'engagement pris en juillet 2013. Ceci est un espoir pour les populations d'Irumu, longtemps affectées par une crise alimentaire aiguë, et le parc marin des mangroves, confronté à une déforestation exacerbée. La FAO, pour sa part, n'entend pas lésiner sur les moyens pour atteindre les résultats escomptés. C'était un vaste programme. Nous avons pu mobiliser 1 250 000 $ pour faire au moins 3 projets que nous voulons simplement être des projets catalyseurs qui vont nous permettre après de mobiliser des ressources beaucoup plus importantes. Un engagement partagé par le gouvernement qui rassure son partenaire sur son apport. Pour lui, ces projets sont une réponse à un constat négatif. La République démocratique du Congo fait face à beaucoup de défis et crises multiformes, avec pour conséquence l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la dégradation des milieux et des conditions de vie de nos populations. Je ne doute pas en effet que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que celui de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, structure de mise en œuvre de ces projets, ne ménageront aucun effort pour l'atteinte des objectifs assignés à ces derniers. L'alliance ainsi scellée leur est à présent à la concrétisation des projets. Ceux-ci, menés à bien, résoudront à n'en point douter le sempiternel problème d'insécurité alimentaire. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, après une année de dur labeur, l'heure est à la présentation bien sûr du bilan des activités réalisées par ce ministère. Un bilan que le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu, a donc jugé positif au regard des objectifs atteints par ce portefeuille. Maker Mwangu a par la même occasion rappelé à ses collaborateurs la lourde tâche qui les attend en ce qui concerne l'amélioration du niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo. Reportage avec Rose Awazi. Après une année d'activité, l'heure est à présent à l'évaluation. C'est l'exercice auquel s'emploient les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Pour ce faire, il a réuni tous les personnels de son ministère. Prenant la parole, Maker Mwangu reconnaît que beaucoup reste encore à faire, bien que le bilan est jugé largement positif. Il les exhorte à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs qui se sont assignés pour la relance du système éducatif congolais. Nous vous invitons à la présente occasion à mener l'action de persuasion auprès des communautés pour l'adhésion de toute la nation au bien fondé, à l'appui et à la participation active pour la réussite de la réforme éducative. Nous vous interpellons, cadre et agent de l'administration centrale et provinciale de l'EPSP, gestionnaire d'école, chef d'établissement scolaire,
personnel de direction de l'école et enseignants, conseillers d'enseignement, inspecteurs de l'enseignement, parents d'élèves et partenaires éducatifs, chacun et chacune en ce qui le concerne, a joué le rôle de mobilisation à la cause de la réforme éducative. Des poèmes, des danses étaient au rendez-vous pour agrémenter cette journée qui aura aussi permis au ministre des tutelles d'échanger les vœux des Nouvel An avec ses collaborateurs. Voilà qui termine cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne suite de programme sur la télé républicaine Télé 7 et au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.